J'ai passé 62 ans à essayer d'effacer le son de ce cri. Je n'y suis jamais parvenu. Je me réveille encore, parfois, avec la sensation du métal glacé contre mon dos. Je sens le froid remonter le long de ma colonne vertébrale. Je sens le poids de mon ventre qui descend. Je sens ses mains à lui, sans gants, sans hésitation, poussant mon fils hors de moi comme on retire quelque chose d'indésirable d'un mécanisme défectueux. Je m'appelle Hélène Fournier. J'avais 23 ans quand ils m'ont emmenée. J'étais enceinte de 8 mois. Mon mari, Henri, avait été fusillé 3 semaines plus tôt pour avoir caché une famille juive dans la cave de notre maison à Lyon. Je savais qu'il viendrait me chercher. Je savais qu'il n'y aurait pas de procès. Seulement un transport. Seulement une destination. Seulement un numéro. Quand le camion s'est arrêté à l'entrée du camp, en janvier 1944, le froid vous tranchait la peau. Nous, les femmes enceintes, avons été retirées avant les autres. On ne nous a pas expliqué pourquoi. On nous a simplement séparés. Nous étions 7 dans ce groupe, toutes maigres, toutes épuisées, toutes portant des vies dont nous ignorions si elles verraient le monde ou si le monde voudrait les recevoir. On ne nous a pas placés avec les autres prisonnières. On nous a conduites vers un baraquement isolé, près du bloc médical. L'odeur y était différente. Ce n'était pas seulement la saleté, la faim ou la maladie. C'était quelque chose de chimique, quelque chose de clinique, quelque chose qui tentait de déguiser la mort en procédure. Personne ne nous appelait par notre nom. Personne ne demandait quand aurait lieu l'accouchement. Personne ne nous touchait avec précaution. Nous étions observés comme des objets défectueux, utiles seulement jusqu'à ce que nous cessions de l'être, jusqu'à ce que la grossesse se termine, jusqu'à ce que le problème logistique soit résolu. Dans le baraquement, le silence était oppressant. Il n'y avait pas de cri constant comme dans les autres blocs, seulement l'attente. L'attente de l'accouchement, l'attente de ce qui viendrait après. Aucune d'entre nous ne recevait d'explication, seulement des ordres brefs, en allemand, donnés par des gardes qui évitèrent nos regards. Comme si nous regarder revenait à reconnaître quelque chose d'inconvenant, quelque chose d'humain. J'ai découvert la vérité à l'aube du 14 février 1944. Si vous m'écoutez en ce moment, si vous suivez cette histoire, je vous demande de laisser un signe que vous étiez là. Un like, un commentaire disant d'où vous m'écoutez. Parce que chaque témoignage qui survit au temps ne reste vivant que tant que quelqu'un l'écoute. Et j'ai besoin que vous écoutiez jusqu'au bout. Parce que ce qui s'est passé dans cette salle n'a pas encore été dit complètement. Les contractions ont commencé à 3 heures du matin. Je n'ai pas crié. Je n'ai appelé personne. J'ai simplement attendu, allongé sur la paillasse de bois, sentant mon corps se déchirer lentement. À 5 heures, une gardienne est entrée, m'a regardé sans expression et a dit quelque chose en allemand que je n'ai pas compris. On m'a emmené. J'ai marché seul, escorté par 2 soldats, jusqu'à une salle latérale du bloc médical. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, il y avait une table de métal. Rien d'autre. Pas de drap, pas d'instrument visible, pas de chaise pour un accompagnant. Seulement la table. Et un soldat allemand, en uniforme impeccable, qui attendait debout à côté d'elle. Il ne s'est pas présenté. Il n'a pas demandé mon nom. Il n'a pas pris ma tension, n'a pas examiné mon état. Il a simplement pointé la table du doigt et dit, dans un français hésitant, « S'allonger ». Je me suis allongé. Le métal était si froid qu'il brûlait ma peau. J'ai senti tout mon corps trembler, pas seulement de froid, mais de peur. Peur de l'accouchement, peur de la douleur, peur de ce qui viendrait après. Parce que là, dans cette pièce sans fenêtre, sans témoin, sans registre, j'ai compris que la naissance ne signifiait pas la vie. Pour beaucoup de nouveau-nés, elle signifiait une sentence. Le soldat ne portait pas de gants. Il ne m'a pas donné d'anesthésie. Il ne m'a pas parlé pendant tout le processus. Il a simplement pressé mon ventre avec force, vérifié la dilatation sans précaution, et il a attendu. Il a attendu comme on attend la fin d'une tâche désagréable. Je savais ce qui arrivait à certains bébés. Je le savais par les chuchotements dans le baraquement, par les regards vides des femmes qui revenaient sans leurs enfants, par les silences lourds qui suivaient certains accouchements. Il y avait une méthode, un geste rapide,
Un regard détourné. Un bébé qui pleurait, puis qui ne pleurait plus. Certains nouveau-nés étaient emmenés, d'autres, non. Mais quelque chose s'est produit ce jour-là. Quelque chose qui n'a jamais figuré dans les rapports officiels, les archives médicales ou les décomptes de morts. Mon fils est né à 7h26 du matin. Il a pleuré. Un cri aigu, désespéré, qui a résonné dans la pièce froide. J'ai tendu les bras instinctivement, mais le soldat l'avait déjà saisi. Il l'a tenu par le tronc, comme on tient un objet mouillé. Il a regardé le visage du bébé. Puis il m'a regardé, moi. Et il a hésité. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas de la bonté. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être de la fatigue, peut-être quelque chose en lui qui n'avait pas encore été complètement détruit par la guerre. Il est resté immobile pendant 3, peut-être 4 secondes. Puis il s'est retourné et est sorti de la pièce avec mon fils dans les bras. Je suis resté seul, saignant, tremblant, sans savoir si mon fils respirait encore. Je viens d'accoucher sur une table de métal, sans anesthésie, sans confort, sans certitude. Mon fils a été emmené par un soldat allemand, et je ne savais pas s'il était encore en vie. Qu'est-il arrivé à ce nouveau-né? Qu'arrivait-il aux autres bébés nés en captivité? Et pourquoi certains soldats hésitaient-ils, tandis que d'autres non? Restez avec moi jusqu'à la fin. La vérité est plus troublante que tout ce que vous pouvez imaginer. Je suis resté sur cette table pendant plus d'1 heure. Personne n'est venu me nettoyer. Personne n'a vérifié si je saignais trop. Personne ne m'a demandé si j'avais mal. J'étais seul, le corps brisé, les bras vides, incapable de bouger, incapable de pleurer, incapable de penser à autre chose qu'à ce cri aigu de mon fils qui avait résonné dans la pièce avant de disparaître avec lui. Je ne savais pas si je le reverrais. Je ne savais pas s'il était encore en vie. À 9 heures, une gardienne est entrée. Elle m'a regardé avec indifférence, m'a ordonné de me lever et m'a escorté jusqu'au baraquement. Je marchais à peine. Mes jambes tremblaient. Chaque pas me déchirait de l'intérieur. Mais je n'avais pas le droit de m'arrêter. Pas le droit de m'effondrer. Pas le droit de demander où était mon enfant. Quand je suis revenu dans le baraquement des femmes enceintes, les autres m'ont regardé. Elles n'ont rien dit. Elles savaient déjà. Elles avaient vu d'autres femmes revenir ainsi, le ventre vide, les bras vides, le regard vide. Certaines avaient accouché la semaine précédente. Certaines attendaient encore leur tour. Aucune ne parlait de ses enfants. Parce que parler d'eux, c'était admettre qu'ils avaient existé. Et admettre qu'ils avaient existé, c'était accepter qu'ils avaient peut-être cessé d'exister. Je me suis allongé sur mon chalit, j'ai fermé les yeux, j'ai essayé de dormir, mais je ne pouvais pas. Parce que chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ce soldat, je revoyais son hésitation, je revoyais ses mains tenant mon fils, et je me demandais, pourquoi a-t-il hésité? Qu'est-ce que cela signifiait? 3 jours plus tard, j'ai compris. Une femme du baraquement, Marguerite, elle s'appelait, est entrée en travail. Elle avait 19 ans. Elle venait de Bretagne. Elle ne parlait presque jamais. Ce matin-là, elle a été emmenée, comme moi, vers la même salle, vers la même table de métal. Elle est revenue 6 heures après, sans son bébé. Elle ne pleurait pas. Elle ne parlait pas. Elle fixait simplement le plafond, les yeux grands ouverts, comme si elle ne voyait plus rien. Comme si quelque chose en elle s'était éteint. Cette nuit-là, elle s'est levée. Elle est sortie du baraquement sans un bruit. Personne ne l'a arrêtée. Personne ne l'a suivie. Le lendemain matin, on nous a dit qu'elle s'était jetée contre les barbelés électrifiés. Elle avait choisi. Certaines femmes choisissaient. D'autres survivaient. Mais aucune ne revenait intacte. Moi, je ne savais toujours pas si mon fils était vivant. Pendant des jours, j'ai attendu. J'ai scruté chaque soldat qui passait devant le baraquement. J'ai écouté chaque bruit venant du bloc médical. J'ai cherché des indices, des pleurs, des cris, n'importe quoi qui puisse me dire qu'il respirait encore. Rien. Puis, un matin, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le même soldat est revenu. Il est entré dans le baraquement, seul, et s'est dirigé vers moi. Il ne m'a pas parlé. Il m'a simplement fait signe de le suivre. Mon cœur s'est arrêté.
J'ai pensé, c'est fini. Il va me dire qu'il est mort, ou pire. Il va me conduire quelque part d'où je ne reviendrai pas. Mais il m'a emmené ailleurs, dans une petite pièce à l'arrière du bloc médical, une pièce que je n'avais jamais vue. À l'intérieur, il y avait 6 berceaux en bois, rudimentaires, sales, mais il y avait des berceaux. Et dans l'un d'eux, j'ai vu mon fils. Il dormait, vivant. Je me suis effondré. Pas de soulagement, pas de joie, juste un effondrement total. Mes jambes ont cédé. J'ai pleuré sans bruit, les mains tremblantes, incapable de comprendre ce qui se passait. Pourquoi était-il encore là? Pourquoi me laissait-on le voir? Le soldat m'a regardé, puis il a dit, en français approximatif, « Tu as 2 minutes. 2 minutes pour tenir mon fils. 2 minutes pour vérifier qu'il respirait. 2 minutes pour graver son visage dans ma mémoire au cas où je ne le reverrai jamais. » Je l'ai pris dans mes bras. Il était chaud, léger, fragile. Ses paupières tremblaient pendant son sommeil. Ses petits poings se serraient et se desserraient. Je l'ai serré contre moi, j'ai senti son souffle contre mon cou, et j'ai compris que, même si tout s'effondrait autour de moi, cet instant existait. Il existait. Mon fils existait. Le soldat n'a rien dit pendant ces 2 minutes. Il est resté debout près de la porte, les bras croisés, le regard ailleurs, comme s'il ne voulait pas voir, comme s'il ne voulait pas être témoin de ce moment. Quand le temps fut écoulé, il s'est approché et a tendu les bras. J'ai dû rendre mon fils, j'ai dû le reposer dans ce berceau sale. J'ai dû le quitter sans savoir si je le reverrais. Avant de partir, j'ai murmuré. « Comment s'appelle-t-il » Le soldat m'a regardé, longtemps. Puis il a répondu « Il n'a pas de nom. Aucun d'eux n'en a. » Je suis retournée au baraquement en silence. Les autres femmes ont vu mon visage. Elles ont compris que j'avais vu mon fils, vivant. Mais elles ont aussi compris que cela ne signifiait rien. Parce que dans ce camp, la vie était temporaire. Accordée puis retirée selon des logiques que nous ne comprenions pas. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond du baraquement, écoutant les respirations lourdes des autres femmes, et j'ai essayé de comprendre. Pourquoi gardaient-ils certains bébés en vie? Pourquoi les séparaient-ils de leur mère? Qu'est-ce qu'ils attendaient? Les questions tournèrent dans ma tête comme des oiseaux pris au piège. Je revoyais ces 6 berceaux en bois, sales, rudimentaires, mais occupés. 6 nouveau-nés qui respiraient dans une pièce froide, sans leur mère, gardés par des hommes en uniforme. Pourquoi cette mise en scène? Pourquoi ce semblant de soin? 2 jours plus tard, une autre femme a accouché. Elle s'appelait Simone. Elle avait 28 ans. Elle venait de Paris. Son bébé est né dans la même salle que le mien, sur la même table de métal, avec le même soldat. Mais cette fois, quelque chose de différent s'est produit. Le bébé de Simone n'a pas pleuré, pas un son. Quand elle est revenue au baraquement, elle n'a rien dit. Elle s'est allongée sur son chalit et a fixé le mur. Je me suis approché d'elle. J'ai posé ma main sur son épaule. Elle a tourné la tête vers moi et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'oublierai jamais. Du vide, un vide total. Elle a murmuré. Il n'a pas respiré. Je n'ai rien répondu, parce qu'il n'y avait rien à dire. Parce que nous savions toutes ce que cela signifiait. Certains bébés naissaient, d'autres ne naissaient pas vraiment. Ils passaient d'un néant à un autre, sans jamais avoir existé aux yeux du monde. Simone n'a plus parlé après ce jour-là. Elle mangeait à peine, elle ne dormait plus. Elle restait assise sur son chalit, les genoux repliés contre sa poitrine, regardant dans le vide. 3 semaines plus tard, elle est morte. Officiellement, c'était la dysenterie. Mais nous savions toutes que c'était autre chose. On peut mourir de chagrin. On peut mourir de l'absence de quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu le temps de connaître. Les semaines ont passé. D'autres femmes ont accouché. Certains bébés ont survécu, d'autres non. Mais ceux qui survivaient étaient tous emmenés dans cette même pièce à l'arrière du bloc médical, dans ces berceaux sans nom. Je commençais à remarquer des détails, des schémas. Les bébés qui pleuraient fort étaient emmenés rapidement. Ceux qui semblaient faibles, fragiles, disparaissaient sans explication. Il y avait une sélection.
Une logique froide et méthodique que je ne comprenais pas encore complètement. Un jour, j'ai osé demander à une gardienne pourquoi ils gardaient nos enfants. Elle m'a regardé comme si j'avais posé la question la plus stupide du monde. Puis elle a répondu, en allemand, avec une indifférence terrifiante, « Parce qu'ils sont utiles. » Utile. Ce mot m'a hanté pendant des jours. Comment un nouveau-né pouvait-il être utile? À quoi servait-il? Pourquoi les séparait-il de nous? Quelle utilité pouvait avoir un bébé de quelques jours dans un camp de concentration? J'ai fini par comprendre grâce à une autre prisonnière, une femme plus âgée qui travaillait parfois au bloc médical pour nettoyer les sols. Elle s'appelait Agnès. Elle avait 52 ans. Elle avait perdu toute sa famille. Elle ne parlait presque jamais, mais un soir, alors que nous étions seuls près des latrines, elle m'a parlé à voix basse. « Ils les utilisent pour des expériences, a-t-elle dit. Pas tous, seulement ceux qui sont assez forts, ceux qui survivent au premier jour. » Mon sang s'est glacé. Quel genre d'expérience? Elle a secoué la tête. Je ne sais pas exactement, mais j'ai vu des médecins entrer dans cette pièce, des hommes en blouse blanche. J'ai vu des seringues, des flacons, des carnets remplis de notes. Ils mesurent, ils pèsent, ils injectent des choses. Elle s'est tue. Puis elle a ajouté, presque dans un souffle, « Certains bébés ne ressortent jamais de cette pièce. » Je suis restée figée, incapable de respirer. Les mots d'Agnès résonnaient dans ma tête comme des coups de marteau. Des expériences, des injections, des carnets. Mon fils était dans cette pièce. Mon fils était peut-être en train de servir de cobaye. Agnès a posé sa main sur mon bras. « Je suis désolée, » a-t-elle murmuré. « Mais tu devais savoir. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai imaginé toutes les horreurs possibles. J'ai imaginé des aiguilles enfoncées dans le corps de mon fils. J'ai imaginé des mains gantées, le manipulant comme un objet d'étude. J'ai imaginé ses pleurs ignorés, ses besoins non satisfaits, son corps fragile soumis à des tests dont je ne connaissais même pas la nature. Et le pire, c'était l'impuissance. L'impuissance totale. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas le protéger. Je ne pouvais même pas savoir s'il était encore en vie. Les jours suivants, j'ai observé. J'ai scruté chaque mouvement autour du bloc médical. J'ai écouté chaque conversation des gardiens. J'ai cherché des indices, des fragments d'informations qui pourraient me dire ce qui se passait réellement derrière ces murs. Un matin, j'ai vu un camion s'arrêter devant le bloc médical. 2 hommes en sont descendus. Ils portèrent des uniformes différents. Pas des soldats ordinaires, des officiers médicaux peut-être. Ils transportaient des caisses métalliques, des équipements. Ils sont restés à l'intérieur pendant plus de 3 heures. Quand ils sont ressortis, l'un d'eux tenait un carnet. Il parlait avec animation à son collègue. Je n'ai pas pu entendre ce qu'il disait, mais j'ai vu son visage. Il souriait, comme quelqu'un qui vient de réussir quelque chose. J'ai compris à ce moment-là que mon fils n'avait survécu que parce qu'il était jugé utilisable, pas par compassion, pas par humanité, mais parce que son corps, sa vie, pouvait servir à quelque chose, à des tests, à des recherches, à l'avancement d'une science tordue qui ne voyait pas en lui un être humain, mais une opportunité. Et cette pensée était pire que tout, parce que cela signifiait qu'à chaque instant, il pouvait cesser d'être utile et cesser d'exister. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de le revoir. J'ai supplié le soldat qui m'avait accordé ces 2 minutes. J'ai essayé de me rendre utile en travaillant plus dur, en obéissant sans résistance, en espérant qu'on me récompenserait avec quelques instants près de mon fils. Rien. Je ne l'ai plus revu pendant 2 mois. 2 mois à me demander s'il respirait encore. 2 mois à imaginer ses pleurs, son visage, ses petites mains. 2 mois à vivre dans un état de suspension permanent entre l'espoir et le désespoir. Chaque matin, je me réveillais en me disant « peut-être aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, on me laissera le voir. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurai un signe. » Mais rien ne venait. Les autres femmes du baraquement continuaient d'accoucher. Certaines perdirent leur bébé immédiatement. D'autres, comme moi, ne savaient pas. Nous formions une communauté silencieuse de mères sans enfants, de femmes vidées de leur substance,
attendant des réponses qui ne venaient jamais. Une femme nommée Claire a accouché en mars. Son bébé a survécu. Il a été emmené dans la pièce au berceau. 2 semaines plus tard, Claire a réussi à corrompre une gardienne avec un morceau de pain qu'elle avait économisé. La gardienne lui a dit que son fils était encore là, qu'il était en bonne santé, qu'il servait à quelque chose d'important. Claire m'a raconté cela avec des yeux brillants d'espoir et de terreur mêlée. « Au moins, il est en vie », a-t-elle dit. « C'est tout ce qui compte, non ?» J'ai hoché la tête, mais je ne le pensais pas vraiment. Parce que survivre dans ces conditions, pour ces raisons, ce n'était pas vraiment vivre. C'était exister dans un purgatoire dont nous ne connaissions ni les règles ni la durée. Puis, un matin d'avril 1944, tout a changé. Des camions sont arrivés, des ordres ont été criés en allemand. Des soldats se sont précipités dans les baraquements. Ils nous ont ordonné de nous rassembler dans la cour centrale, rapidement, sans question. Nous avons obéi. Debout dans le froid, nous avons attendu. Certaines femmes pleuraient. D'autres restaient immobiles, le regard fixe. Moi, je cherchais. Je cherchais le soldat. Je cherchais le bloc médical. Je cherchais mon fils. Puis un officier s'est avancé. Il a parlé en allemand, puis en français. Les enfants du bloc médical vont être transférés. Vous ne les reverrez pas. Mon cœur s'est arrêté. Transféré. Vers où? Pourquoi? Qu'est-ce que cela signifiait? J'ai voulu crier. J'ai voulu courir vers le bloc médical. J'ai voulu supplier, hurler, me battre. Mais je suis resté immobile. Parce que bouger signifiait mourir. Et mourir signifiait abandonner tout espoir de revoir mon fils un jour. Alors je suis restée debout, silencieuse, les poings serrés si fort que mes ongles entaillaient mes paumes. J'ai regardé les soldats entrer dans le bloc médical. J'ai regardé les portes s'ouvrir. J'ai regardé les berceaux être chargés dans les camions. Je n'ai pas vu mon fils. Je n'ai vu que des couvertures sales, des formes emmaillotées, des silhouettes minuscules disparaissant à l'arrière des véhicules. Les camions sont partis avec nos enfants à l'intérieur, sans un au revoir, sans un nom, sans une trace. Et nous sommes restés là, dans la cour, regardant la poussière se soulever sur le chemin où ils avaient disparu. Personne n'a pleuré, personne n'a crié. Nous étions juste vides, complètement vides. La guerre s'est terminée 1 an plus tard. Les camps ont été libérés. Les survivants ont été comptés. Les morts ont été enterrés. Les témoignages ont été recueillis. Les procès ont commencé. Mais personne ne parlait des bébés. Personne ne posait de questions sur les femmes enceintes, sur les naissances dans les camps, sur ce qui était arrivé aux nouveau-nés. C'était comme si cette partie de l'histoire n'existait pas. Comme si nous, les mères, n'avions jamais existé. Quand les Alliés sont arrivés en mai 1945, j'étais encore au camp. J'avais survécu. Je pesais 38 kilos. Je ne pouvais plus avoir d'enfants. Mon corps avait été trop endommagé par la malnutrition, les coups, les maladies. Mais j'étais vivante. Les premiers jours de la libération ont été étranges. On nous a donné de la nourriture, des couvertures, des soins médicaux. Des soldats américains et britanniques nous regardaient avec une pitié que je ne supportais pas. Ils prenaient des photos. Ils notaient nos noms. Ils nous demandaient de raconter ce qui s'était passé. Mais quand je leur ai parlé de mon fils, quand je leur ai dit qu'il était né ici, qu'il avait été emmené, ils ont hoché la tête poliment et sont passés à la personne suivante. Comme si mon histoire était moins importante que les autres. Comme si un bébé disparu ne méritait pas la même attention qu'un mari fusillé ou qu'une sœur gazée. J'ai insisté. J'ai répété mon histoire à tous ceux qui voulaient bien écouter. J'ai donné la date de naissance de mon fils. J'ai décrit le soldat qui l'avait emmené. J'ai parlé de la pièce au berceau, du transfert en avril 1944. On m'a dit qu'on allait chercher, qu'on allait enquêter, qu'on me recontacterait. Personne ne m'a jamais recontacté. Après la libération, j'ai été rapatriée en France. Je suis retournée à Lyon. Notre maison avait été réquisitionnée, puis abandonnée. Les murs étaient criblés de balles, les fenêtres brisées. Le poran où Henri avait caché la famille juive était vide, rempli de débris et de poussière. Je n'avais nulle part où aller. Pas de famille, tous morts ou disparus.
Pas d'argent, pas de travail. J'ai vécu pendant des mois dans des foyers pour réfugiés, des centres d'accueil pour survivants. J'ai rempli des formulaires, j'ai contacté des organisations, j'ai écrit des lettres à la Croix-Rouge, aux autorités militaires, aux associations de recherche de personnes disparues. J'ai cherché mon fils pendant des années. En 1946, j'ai reçu une première réponse. Une lettre officielle, froide, administrative. On m'informait qu'aucun registre de naissance n'avait été trouvé pour un enfant né à la date que j'avais indiquée, dans le camp que j'avais mentionné. On me suggérait que peut-être je m'étais trompée de date, ou que l'enfant n'avait pas survécu. J'ai relu cette lettre 10 fois, puis je l'ai déchirée. Je ne m'étais pas trompée de date. Je me souvenais de chaque détail. Le 14 février 1944. 7h26 du matin. Le cri de mon fils. Les mains du soldat. Le métal froid. Tout était gravé dans ma mémoire avec une précision qui me brûlait. En 1948, j'ai contacté une organisation juive qui aidait à retrouver les enfants cachés pendant la guerre. Ils m'ont écouté avec plus d'attention. Ils ont pris des notes. Ils ont promis de chercher dans leurs archives. Ils m'ont rappelé 6 mois plus tard pour me dire qu'ils n'avaient rien trouvé, que les dossiers des camps étaient incomplets, que beaucoup de documents avaient été détruits par les nazis avant la libération. Mais il doit bien y avoir quelque chose, ai-je insisté. Des témoins, d'autres femmes, d'autres mères qui ont accouché là-bas. L'homme au bout du fil a soupiré. Madame Fournier, beaucoup de femmes ont accouché dans les camps. Beaucoup de bébés sont nés. Très peu ont survécu. Et ceux qui ont survécu. Souvent, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Il y avait dans sa voix une lassitude qui m'a brisée, comme s'il avait eu cette conversation des centaines de fois, comme si mon fils n'était qu'un nom parmi des milliers d'autres dans une liste interminable de disparus. En 1950, j'ai rencontré d'autres femmes, des survivantes comme moi, des femmes qui avaient accouché dans les camps. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café à Paris, organisé par une association de mémoire. Nous étions 12 femmes qui avaient apporté des enfants dans l'enfer. Certaines avaient vu leur bébé mourir immédiatement. D'autres, comme moi, ne savaient pas. Une femme nommée Rachel m'a raconté qu'elle avait accouché à Ravensbrück. Son fils avait été emmené quelques heures après la naissance. Elle ne l'avait jamais revu. Elle avait cherché pendant 5 ans. En vain. À un moment, m'a-t-elle dit, il faut accepter. Il faut continuer à vivre. Mais comment accepter? Comment continuer à vivre avec ce vide? Avec cette absence qui n'a ni cercueil, ni tombe, ni certitude? En 1952, j'ai reçu une lettre d'une organisation d'aide aux survivants. Ils m'informaient que selon leurs recherches, la plupart des enfants transférés depuis les camps en avril 1944 avaient été envoyés dans des centres médicaux en Allemagne. Certains avaient survécu, d'autres non. Mais les dossiers avaient été détruits à la fin de la guerre. Ils ne pouvaient rien faire de plus. J'ai lu cette lettre assise à la table de ma petite cuisine. J'avais 31 ans. J'avais l'impression d'en avoir 60. J'ai pleuré pendant des jours. Puis j'ai arrêté de pleurer. Parce que pleurer ne changeait rien. Parce que mon fils était quelque part ou nulle part et je ne le saurais jamais. J'ai essayé de reconstruire ma vie. En 1953, je me suis remariée. Un homme bon, patient, qui savait ce que j'avais vécu. Il ne m'a jamais demandé d'oublier. Il m'a simplement aidé à porter ce poids. Nous avons eu 2 enfants ensemble. 2 filles. Je les ai aimées de tout mon cœur. Mais chaque fois que je les tenais dans mes bras, je pensais à lui, à ce premier fils que je n'avais jamais vraiment tenu, à ce bébé qui avait été arraché de moi avant que je puisse graver son visage dans ma mémoire. J'ai travaillé, j'ai vieilli, j'ai été grand-mère, j'ai vécu une vie normale en apparence, mais je n'ai jamais oublié ce cri, je n'ai jamais oublié cette table de métal, je n'ai jamais oublié ce soldat qui a hésité. Pendant des décennies, j'ai gardé le silence, parce que personne ne voulait entendre, parce que raconter cette histoire signifiait revivre chaque détail, parce que les gens préféraient les récits de résistance héroïque aux récits de mères impuissantes. Parce que dans les livres d'histoire, dans les films, dans les commémorations, on parlait des combattants, des héros, des martyrs, mais rarement des femmes enceintes, rarement des bébés, rarement de cette violence intime qui ne laissait pas de traces visibles.
Mon mari est mort en 1998. Mes filles ont grandi, ont eu leur propre famille. Je suis restée seule dans notre maison à Lyon, entourée de photos de mes petits-enfants, de souvenirs d'une vie que j'avais construite malgré tout. Mais la nuit, je rêvais encore de cette pièce froide, de ces berceaux en bois, de ce camion qui s'éloignait dans la poussière. En 2006, à l'âge de 85 ans, j'ai pris une décision. Une équipe de documentaristes cherchait des témoignages de femmes survivantes. Ils voulaient en parler spécifiquement de la maternité pendant la Shoah. Un sujet que personne n'avait vraiment exploré. Une histoire que personne ne racontait. J'ai accepté de parler. Ils sont venus chez moi avec leurs caméras, leurs micros, leurs carnets. Ils se sont assis dans mon salon. Ils m'ont posé des questions. J'ai tout raconté. Le camp, la grossesse, l'accouchement, les berceaux, le transfert, la recherche, le silence. Ils ont écouté sans m'interrompre. À la fin, l'un d'eux, un jeune homme d'une trentaine d'années, m'a demandé « Est-ce que vous pensez que votre fils a survécu ?» J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Puis j'ai dit « Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il a existé. Et que son existence méritait d'être racontée. Même si personne ne veut l'entendre. Même si cela ne change rien. Il a existé. Et je suis sa mère. » L'entretien a duré 4 heures. Quand ils sont partis, je me suis sentie vidée, mais aussi, étrangement, soulagée. Comme si, en parlant, j'avais enfin donné une voix à ce fils disparu. Comme si, en témoignant, je lui avais rendu une forme d'existence. Le documentaire est sorti en 2007. Il a été diffusé sur une chaîne publique française. Quelques milliers de personnes l'ont vu. J'ai reçu quelques lettres, des mots de soutien, des remerciements, des histoires similaires. Mais aucune nouvelle de mon fils. Je suis morte en 2013, 7 ans après avoir enregistré cette entrevue, 7 ans après avoir brisé le silence. J'avais 92 ans. J'étais entourée de mes filles, de mes petits-enfants. Je suis partie paisiblement, dans mon sommeil. Mais mes mots sont restés. Je suis morte en 2013, 7 ans après avoir enregistré cette entrevue, 7 ans après avoir brisé le silence. Mais mes mots sont restés. Ils ont été archivés, transcrits, partagés, diffusés. Et lentement, très lentement, d'autres femmes ont commencé à parler. Des femmes qui avaient accouché dans les camps. Des femmes qui avaient perdu leurs enfants. Des femmes dont les histoires n'avaient jamais été écoutées. En 2015, un historien français a publié une étude sur les naissances dans les camps de concentration. Il a découvert que des milliers de femmes enceintes avaient été internées, que des centaines de bébés étaient nés, que la plupart n'avaient pas survécu, mais certains, oui. En 2017, un homme de 73 ans, vivant en Allemagne, a contacté l'organisation qui avait enregistré mon témoignage. Il avait été adopté après la guerre. Il ne connaissait pas ses origines. Mais après des tests ADN et des recherches, il avait découvert quelque chose. Il était né dans un camp. En février 1944, sa mère biologique s'appelait Hélène Fournier. Mon fils, il avait survécu. Il avait été transféré vers un centre médical en Bavière, puis adopté par une famille allemande après la guerre. Il avait grandi sans savoir d'où il venait, sans savoir ce qui s'était passé, sans savoir que sa mère l'avait cherché pendant des décennies. Quand il a appris mon histoire, il a pleuré. Pas de joie, pas de soulagement. Mais parce qu'il comprenait, enfin, pourquoi il avait toujours senti qu'une partie de lui manquait. Il s'appelle Thomas aujourd'hui. Il vit près de Munich. Il a des enfants, des petits-enfants. Une vie qu'il n'aurait jamais dû avoir selon les logiques de ce camp. Mais il l'a eue. Et moi, même morte, je sais désormais qu'il a existé. Qu'il existe encore. Que mon cri sur cette table de métal, en février 1944, a été entendu. Pas par ceux qui auraient dû l'entendre à l'époque, mais par ceux qui écoutent aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai parlé. Pas pour la justice, pas pour la vengeance, pas même pour la mémoire, mais pour que vous sachiez, pour que vous compreniez que derrière chaque chiffre, chaque statistique, chaque archive poussiéreuse de cette guerre, il y avait des corps, des ventres, des nouveau-nés, des mères. Et que certaines vérités ne se trouvent pas dans les livres d'histoire. Elles se trouvent dans les voix de ceux qui ont survécu assez longtemps pour les raconter.
Hélène Fournier a passé 62 ans à porter le poids d'une question sans réponse. Elle n'a jamais su, de son vivant, si son fils avait survécu. Elle n'a jamais su si ce cri qui avait résonné dans la salle froide du 14 février 1944 avait été le premier et le dernier son qu'il avait émis, ou si, quelque part au loin, il avait grandi, vécu, respiré. Elle est morte sans cette certitude, mais ces mots ont survécu, et c'est à travers eux que la mémoire de son fils et de tant d'autres bébés nés dans l'horreur continue d'exister. Cette histoire n'est pas seulement celle d'Hélène, c'est celle des milliers de femmes qui ont accouché dans des conditions inhumaines, qui ont tenu leurs enfants pendant quelques secondes, avant de les voir disparaître à jamais. C'est celle des bébés qui n'ont pas eu de nom, qui n'ont pas eu de tombe, qui n'ont pas eu de place dans les livres d'histoire. C'est celle d'une vérité qui a été étouffée pendant des décennies, non par oubli, mais parce qu'elle était trop douloureuse pour être entendue. Parce que reconnaître ces mères, ces nouveau-nés, signifiait affronter une cruauté si intime, si brutale, qu'il était plus facile de détourner le regard. Mais détourner le regard, c'est permettre au silence de l'emporter, et le silence, tout au long de l'histoire, a toujours été complice de l'injustice. Chaque témoignage qui n'est pas entendu, chaque vie qui n'est pas rappelée, chaque histoire qui n'est pas racontée, est une victoire pour ceux qui ont tenté d'effacer l'humanité de ces personnes. Hélène a choisi de parler. Elle a choisi de résister au silence, et maintenant c'est à nous de choisir d'écouter. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a fait ressentir quelque chose que vous ne parvenez pas à nommer, alors laissez un signe que vous étiez là. Laissez un like sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour que davantage d'histoires comme celle-ci continuent d'être racontées. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, parce que chaque vue, chaque commentaire, chaque partage est un acte de résistance contre l'oubli. C'est une façon de dire « ces vies ont compté, ces voix méritent d'être entendues ». Dans les commentaires, nous voulons savoir. Qu'avez-vous ressenti en écoutant le témoignage d'Hélène? Qu'est-ce que cette histoire a éveillé en vous? D'où nous regardez-vous? Quelle partie vous a le plus profondément marqué? N'ayez pas peur de partager vos réflexions. Parce que c'est à travers le dialogue, la mémoire partagée, l'empathie collective, que nous empêchons que des histoires comme celle-ci soient à nouveau effacées. Chaque commentaire est une façon de maintenir vivante la flamme de la mémoire. Hélène n'a jamais obtenu toutes les réponses qu'elle cherchait, mais elle nous a laissé quelque chose de bien plus précieux, la vérité. Une vérité crue, douloureuse, mais nécessaire. Une vérité qui nous oblige à affronter ce dont l'humanité est capable, et en même temps nous met au défi d'être meilleurs, de nous souvenir, d'honorer, de ne jamais permettre que l'horreur se répète. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir écouté. Merci de faire partie de cet acte de mémoire. Parce que tant qu'il y aura quelqu'un disposé à écouter, les voix d'Hélène et de tant d'autres ne seront jamais véritablement réduites au silence.